À 11 kilomètres de profondeur, tout au fond du point le plus bas de toute la planète. La lumière d'une caméra perce des eaux qui n'ont jamais vu le soleil, et quelque chose dérive dans le cadre. Ça ne devrait pas être là. Rien d'aussi grand, d'aussi intact, d'aussi vivant n'est censé survivre là où la pression pourrait écraser de l'acier en un battement de cœur. Et pourtant, c'est bien là, se déplaçant tranquillement sur le plancher du monde. Et au moment où les images remontent à la surface, les spécialistes de cet endroit se taisent et commencent à remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir. Alors, qu'est-ce que cette caméra a bien pu capturer là-bas, dans les ténèbres? 4 heures sur le fond. Je crois que c'est le plus longtemps qu'on ait jamais passé au fond du Challenger Deep. La descente. Nous sommes en 2019 et Victor Vescovo est assis à l'intérieur d'un submersible spécialement conçu, amorçant sa descente vers la cicatrice la plus profonde de la Terre, la fosse des Mariannes. Il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement une plongée. C'est comme s'enfermer dans une sphère métallique hermétique et se laisser descendre délibérément dans une zone de mort. Au début, tout paraît presque banal. L'eau à travers le hublot est lumineuse, de ce bleu qu'on pourrait voir n'importe quel jour ordinaire en mer. Mais à mesure que le submersible s'enfonce, la lumière commence à se dissoudre. En quelques minutes, une obscurité épaisse et totale se referme, si dense qu'on pourrait plaquer sa propre main contre le verre sans la distinguer. Il ne reste que le bourdonnement sourd des machines qui vous maintiennent en vie et un être humain seul qui continue de descendre. La descente dure près de 4 heures, 4 heures à couler dans une eau noire. J'ai presque épuisé toute mon alimentation électrique et j'ai dû jongler avec les batteries et les circuits. C'était un voyage extraordinaire. Et à chaque mètre gagné vers le bas, la pression monte encore, tendant vers quelque chose que l'esprit humain ne peut pas vraiment se représenter. Au moment où le submersible touche le fond, la pression dépasse 16 000 livres par pouce carré. Prenez un instant pour laisser ce chiffre s'imposer parce que ce n'est pas une abstraction. Cela signifie que si un seul joint lâche, si l'ingénierie commet la moindre erreur, un corps humain ne serait pas simplement blessé, il disparaîtrait, pas en quelques minutes, en une fraction de seconde. Et le silence fait quelque chose à une personne. En surface, il y a toujours un bruit quelconque. Le vent, les vagues, le grincement d'une coque. Ici, il n'y a rien d'autre que la machine et la conscience qui grandit lentement que chaque mètre d'eau au-dessus de vous est un mur de plus entre vous et le monde que vous avez quitté. Il n'existe aucun secours à cette profondeur. Aucune équipe ne peut vous rejoindre là-bas. Si quelque chose tourne mal au fond de la fosse des Mariannes, vous êtes seul d'une façon que presque aucun être humain n'a jamais connue. À 10 922 mètres, le submersible se pose enfin sur le plancher océanique, et ce n'est pas seulement un record qui se établit, c'est l'instant précis où l'humanité touche le point le plus bas qu'elle puisse atteindre sur sa propre planète. Et pensez au type de personne qui choisit ça. Vescovo n'est envoyé par personne, il n'y a aucun ordre, aucun plan de secours, aucun filet de sécurité qui l'attend dans l'obscurité. Il s'est glissé dans cette sphère en sachant que la partie la plus profonde de l'océan a tué presque tous ceux qui ont eu l'imprudence de la sous-estimer. Et il y est allé quand même, parce qu'il avait compris quelque chose que la plupart d'entre nous oublient. Nous avons cartographié Mars avec plus de précision que le plancher de notre propre océan. L'endroit le plus profond de la Terre était encore, en 2019, plus inconnu que la surface de la Lune. Puis les lumières s'allument et la caméra commence à filmer un monde à part. Pour comprendre pourquoi ce que cette caméra a capturé était si troublant, il faut d'abord comprendre le lieu qu'elle filmait. Parce que ce n'est pas une tranchée ordinaire, c'est une zone de subduction où la plaque tectonique du Pacifique s'enfonce lentement sous la plaque des Mariannes, un processus qui creuse cette blessure dans la croûte terrestre depuis des millions d'années. Voici la façon la plus simple de vous faire ressentir cette profondeur. Prenez l'Everest, la montagne la plus haute de la planète, et plongez-le entier dans cette fosse. Son sommet, le point le plus élevé à la surface de la Terre, se retrouverait encore submergé sous près d'1,5 km d'eau. À cela, il faudrait ajouter encore un mile entier d'océan au-dessus du sommet avant même d'atteindre la surface.
Voilà l'échelle dont on parle. La pression au fond dépasse les 1000 atmosphères, soit environ 1000 fois le poids de l'air sous lequel vous êtes assis en ce moment, s'écrasant sur chaque centimètre carré de tout ce qui se trouve là-bas. Et le froid est tout aussi implacable, flirtant à peine avec 0 degré. Mais ce qui me hante vraiment, c'est l'obscurité. La lumière du soleil disparaît aux alentours de 1000 mètres de profondeur, et le fond de cette fosse est presque 10 fois plus profond que ça. Grand boom. On ne savait pas ce que c'était. On était à environ 6000 mètres, et on a regardé autour de nous et vérifié tout ce qu'on pouvait. Alors, réfléchissez à ce que ça signifie concrètement. Depuis des milliards d'années, pas un seul rayon de lumière n'a jamais atteint le plancher de cet endroit. Il fait tellement noir là-dedans que ça ne change absolument rien d'avoir les yeux ouverts ou fermés. Vous verriez exactement le même néant. Et là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de plantes. Là où il n'y a pas de plantes, rien ne produit de nourriture. Les quelques bribes de subsistance qui existent doivent descendre lentement depuis bien au-dessus. Des matières mortes qui tombent doucement à travers l'obscurité, mettant parfois plusieurs jours à toucher le fond. Imaginez la scène. Un poisson meurt près de la surface, à des kilomètres de hauteur, et son corps entame une chute lente et silencieuse, dérivant à travers couche après couche d'eau de plus en plus sombre, jusqu'à ce que, des jours plus tard, ce qu'il en reste finisse par toucher un plancher qui n'a jamais vu le soleil. Voilà ce qui constitue la source de nourriture, voilà tout le menu. Un poids écrasant, un froid glacial, une noirceur totale, et quelques miettes tombant d'un monde que le fond ne connaîtra jamais. Regardez cette liste, et la conclusion paraît évidente. Rien ne pourrait survivre là-dedans. Rien ne devrait pouvoir le faire. On en était tellement convaincu qu'on a nommé l'endroit d'après les enfers. Les scientifiques appellent cette couche la zone hadalienne, du nom d'Hadès, l'antique royaume des morts. On l'a baptisée Terre des morts avant même d'y avoir vraiment regardé, l'ancienne croyance. Durant la majeure partie de l'histoire humaine, les esprits les plus brillants s'accordaient complètement là-dessus. L'océan profond était vide. Dans les années 1800, quand les scientifiques ont tenté pour la première fois de remonter des échantillons des grands fonds, leurs équipements revenaient sans rien. Parfois un peu de boue, parfois des sédiments froids, mais aucune preuve d'une vie complexe là-dedans, et chaque filet vide ne faisait que renforcer la conviction. Les profondeurs, décida-t-on, étaient une zone stérile, un désert sombre et noyé dans lequel rien ne vivait. Puis en 1960, quelque chose se produisit qui aurait dû ébranler cette idée. Un submersible, appelé le bathyscaphe Trieste, transporta 2 hommes, Don Walsh et Jacques Piccard, jusqu'au fond du Challenger Deep, le point précis que Vescovo atteindrait des décennies plus tard. Et ils revinrent en affirmant avoir observé des créatures vivantes sur le fond. Mais la technologie de l'époque était cruellement limitée. Les caméras ne pouvaient pas capturer des images nettes. La visibilité était déplorable. Alors ce qu'ils avaient vu ne put être prouvé, et le doute finit simplement par engloutir leurs témoignages. Pendant des années, le monde scientifique maintint sa position. La vie à ces profondeurs, soutenait-il, n'existe pratiquement pas. Dans tous les esprits, il n'existait encore qu'une seule image de l'océan le plus profond, un désert silencieux et sans lumière où rien ne bougeait. Mais et si chacun d'entre eux s'était trompé? Et si la seule chose qui ait jamais manqué était un moyen de vraiment voir? Avant de suivre cette caméra jusqu'au fond, faites-moi une petite faveur et abonnez-vous, parce que ce que ces lumières ont révélé va ressembler davantage à de la science-fiction qu'à quoi que ce soit de réel, et vous allez vouloir être là pour ça. Maintenant, continuons à descendre. La technologie change tout. Après 1970, les outils ont enfin commencé à rattraper leur retard. Et dès qu'ils l'ont fait, l'ancienne certitude a commencé à se fissurer. Des véhicules téléguidés sont apparus, des machines descendues au bout de câbles et pilotées depuis la surface,
Des submersibles plus résistants ont vu le jour, conçus pour supporter la pression, embarquer des caméras et remonter des échantillons. Si la fenêtre intérieure s'était fissurée, nous aurions été instantanément tués, peut-être même avant d'en avoir conscience. Un à un, ces appareils se glissaient dans les profondeurs, et les indices qu'ils rapportaient ne cessaient de murmurer que l'histoire qu'on racontait était fausse. Puis vint 1977, avec une découverte qui frappa le monde scientifique comme un coup de tonnerre. Au fond des océans, des chercheurs mirent au jour des sources hydrothermales, des endroits où une eau brûlante et chargée de minéraux jaillit de la croûte terrestre comme des volcans sous-marins. Mais ce n'étaient pas les sources elles-mêmes qui étaient des stupéfiantes. Ce qui était stupéfiant, c'était ce qui vivait tout autour. Des communautés entières de créatures qui se développaient, se nourrissaient, se reproduisaient, insérées dans une chaîne alimentaire complète, et tout cela prospérait dans une obscurité absolue, sans la moindre trace de lumière solaire. C'est là qu'une idée étrange et nouvelle s'est frayé un chemin. La chimiosynthèse. Il s'avère que certains organismes n'ont pas besoin du soleil du tout. Ils construisent leur énergie directement à partir de substances chimiques, ce qui signifiait que la vie pouvait exister dans des endroits que la lumière n'avait jamais atteints. Cela a réécrit les règles, et ça aurait dû être un avertissement. Chaque fois que nous avions tracé une frontière et déclaré que la vie ne pouvait pas la franchir, l'océan l'avait déjà discrètement franchie et nous attendait pour que nous le rattrapions. Nous n'avions tout simplement pas encore appris à lire ces avertissements. Mais une immense question demeurait enfouie dans l'obscurité. Toutes ces découvertes se produisaient à des profondeurs d'environ 6000 à 7500 mètres. Profond, certes, mais pas le plus profond. Ce qui vivait encore plus bas, dans la zone Hadal, au véritable fond des fosses, restait un complet mystère. La technologie ne pouvait pas encore descendre aussi loin. La partie la plus profonde du monde restait scellée, gardant pour elle ce qu'elle contenait. Et puis un homme décida qu'il allait y descendre et voir par lui-même. La mission de 2019. Cette année-là, Victor Vesco lança l'expédition Five Deeps avec un objectif renversant. Il voulait atteindre le point le plus profond de chaque océan sur Terre. Et le plus difficile, celui qui avait mis en échec presque tous ses prédécesseurs, était le Challenger Deep. Cette fois, la différence ne tenait pas seulement au courage. Vesco disposait d'un submersible appelé le DSV Limiting Factor, conçu spécifiquement pour supporter la force d'écrasement totale des profondeurs océaniques. Plus solide et plus sûr que tout ce qui avait existé auparavant. Et fixé dessus se trouvait ce qui allait tout changer. Un système de caméra 4K en haute définition, capable de capter le moindre détail dans l'obscurité totale. Il effectua plongée après plongée à plus de 10 000 mètres de fond. Et chacune était un pari avec tout l'océan suspendu au-dessus de lui. Chaque descente représentait 4 heures pour aller, des heures passées au fond, 4 heures pour remonter, le tout enfermé dans une sphère métallique avec le poids du monde qui s'exerçait sur lui. Et à chaque fois, les caméras tournaient pendant des heures, collectant des images d'un endroit qu'aucun œil n'avait jamais clairement observé. Mais Vesco n'était pas le seul à suivre attentivement. À bord du navire de soutien, dans la salle de contrôle, le scientifique en chef de l'expédition attendait ces images. Il s'appelait Alan Jamieson, biologiste des grandes profondeurs à l'université de Newcastle, qui avait consacré toute sa carrière à l'étude de la zone Hadal, cette couche même que tout le monde avait classée comme morte. Lorsque les enregistrements apparurent sur ses écrans, il fit ce que fait un scientifique rigoureux. Il regarda, il revint en arrière, il confronta ses attentes à ce qui se déplaçait réellement devant lui. Pendant la majeure partie de l'histoire enregistrée, les hommes ont simplement supposé qu'au-delà d'un certain niveau, la mer était assez plate, assez morte, à peu près sans vie. Il faut comprendre ce que ce moment représentait pour un homme comme lui. Jameson avait passé des années à plonger des atterrisseurs robotisés dans ses fosses, à fabriquer les outils nécessaires, à défendre l'idée que le grand fond méritait d'être étudié, souvent face à des collègues qui traitèrent le plancher océanique comme une curiosité victorienne.
un endroit que l'on ne visitait que pour s'ébahir devant quelque chose d'étrange. Il avait dans la tête une image soigneusement construite, fondée sur des preuves, de ce qui devait se trouver là-bas et en quelle quantité. Alors, quand les écrans s'illuminèrent, il ne regardait pas pour se divertir. Il comparait les images à tout ce qu'il croyait savoir, attendant de voir si cela tenait la route. Et ce qu'il découvrait ne correspondait absolument pas à ses attentes. Trop de vie. Chaque hypothèse pointait vers la même conclusion. Même si quelque chose avait survécu là-dedans, ce serait rare. Un organisme isolé par-ci, un autre dispersé loin sur une plaine déserte. L'image que tout le monde avait en tête, c'était un fond stérile avec quasi rien dessus. Puis les lumières ont touché le fond et l'écran s'est rempli de vie. Pas un survivant solitaire qui s'accrochait désespérément. Pas une seule créature chanceuse. La vie envahissait le cadre, pas dispersée, pas rare, partout. Les premiers à arriver furent les amphipodes, de petits animaux ressemblant à des crevettes. Et dès l'instant où l'appât fut mis à l'eau, ils se ruèrent dessus. Ils arrivèrent en nombre tellement considérable que sous la lumière de la caméra, ils cessèrent de ressembler à des animaux individuels pour former un seul nuage en mouvement, une brume vivante se déversant dans l'eau noire vers la nourriture. Imaginez être la personne qui regarde ce flux vidéo, s'attendant à une tombe vide et qui voit à la place une frénésie alimentaire. Pour Jamieson, ce n'était pas une vague surprise, il pouvait les compter. Il pouvait percevoir la densité, la vitesse, la biomasse pure, entassée dans un endroit que tout son domaine avait décrit comme presque vide. Et chacun de ces animaux était une petite contradiction du manuel scolaire. Ensuite, la caméra trouva les concombres de mer, des formes souples et étranges qui rampaient sans hâte sur la vase, cherchant des restes exactement comme le font leurs cousins dans les eaux peu profondes baignées de soleil. Aucune panique, aucune lutte pour respirer, rien en eux ne ressemblait à des créatures endurant à peine un cauchemar. Ils avaient l'air d'habitants vaquant à leurs occupations d'un après-midi ordinaire, et c'est justement cette banalité qui devrait vous arrêter net. On s'attendait tout au plus à une vie suspendue à un fil tendu, désespéré et rare. Ce que la caméra montra réellement, c'était du calme, de la routine. Les mouvements tranquilles d'animaux parfaitement chez eux dans un endroit que nous avions jugé inhabitable. C'était la première fissure dans tout l'édifice. Ces animaux ne survivaient pas aux profondeurs comme à un ultime recours désespéré. Ils y vivaient confortablement, comme si c'était l'endroit le plus ordinaire du monde. Le désert mort que des générations de scientifiques avaient dessiné dans leur esprit s'avérait être un quartier animé et actif. La carte était tout simplement fausse. Et il existait désormais des images pour le prouver. Est-ce un petit trou? Un grand trou? Quel type de formation y a-t-il là-bas? On se pose énormément de questions quand on fait cette lecture spectaculaire. Une ville cachée? L'abondance ne fut que la première surprise. Le choc le plus profond survint lorsque Jamieson regarda de plus près et constata à quel point cette vie était variée. Ce n'était pas une seule espèce robuste se débrouillant seule. C'étaient de nombreux types de créatures vivant côte à côte, comme si une ville entière s'était silencieusement rassemblée au fond du monde. Même parmi les amphipodes, on distinguait clairement différents types, certains minces, d'autres trapus, certains bondissant rapidement, tandis que d'autres longeaient le fond marin. Les concombres de mer n'étaient pas tous pareils non plus. Certains avançaient lentement, en broutant le sédiment. D'autres se déplaçaient à leur propre rythme. Chacun semblait tenir un rôle précis dans le système. Puis vinrent les vers, les isopodes, et d'autres formes qui avaient à peine jamais été recensées à cette profondeur. Tous s'affairaient à leurs occupations, et aucun n'était isolé. Ils étaient interconnectés les uns aux autres. Un réseau trophique complet bourdonnait dans cette obscurité. Les charognards traitaient tôt la matière morte dérivant vers le bas. Les filtreurs extrayaient les nutriments directement de l'eau. Les prédateurs chassaient les animaux plus petits autour d'eux. Chaque créature avait un rôle, une place, une fonction. Un système aussi organisé, aussi équilibré, dans des conditions aussi brutales, c'était quelque chose que personne n'était préparé à trouver. Ce n'était pas de la survie.
c'était une société. Et une société n'apparaît pas du jour au lendemain. Un réseau trophique aussi stratifié, avec chaque niche occupée, prend énormément de temps à se construire. Cela signifie que la vie n'a pas simplement trébuché dans la fosse pour y mourir. Cela s'est installé là, génération après génération, suffisamment longtemps pour se spécialiser, diviser les tâches et se façonner à l'obscurité. Ce qui soulève une question discrète et inconfortable. Depuis combien de temps tout cela se passe-t-il juste sous nos pieds, dans le seul endroit où nous n'avons jamais pensé à regarder? Parce que si c'est ancien, si ces communautés fonctionnent silencieusement depuis des milliers, voire des millions d'années, alors nous ne contemplons pas quelque chose de fragile accroché au bord de l'existence. Nous observons l'une des expériences de survie les plus anciennes et les plus tenaces de la planète, menée dans un secret absolu, tandis que tout le monde en surface supposait que les lumières étaient éteintes et les pièces vides. Nous n'étions pas en train d'étudier un endroit mort qui nous surprenait de temps à autre. Nous ignorions un monde vivant qui avait toujours été là, parfaitement éveillé. Il restait encore une dernière hypothèse debout. Même si la vie était abondante, même si elle était diversifiée, elle devait forcément être lente, engourdie, à moitié endormie dans le froid et les ténèbres, économisant la moindre parcelle d'énergie. C'était la dernière supposition raisonnable. Les images l'ont démolie, elles aussi. Les amphipodes étaient rapides. Dès que la nourriture est apparue, ils se sont jetés dessus en masse, se bousculant et se disputant, chacun s'efforçant de saisir le plus possible avant les autres. Ce n'était pas le soubresaut d'animaux à bout de force, c'était le comportement de prédateurs confiants et affamés qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et les poissons qui nageaient dans cette même eau se déplaçaient avec fluidité, avec aisance, parfaitement maîtres d'eux-mêmes, exactement comme des poissons dans une eau chaude et peu profonde près d'une plage. Leur corps ne ralentissait pas, leur existence ne s'éteignait pas doucement, ils n'enduraient pas cet endroit, ils y prospéraient. Tout ce que les scientifiques avaient supposé sur la vie en profondeur pointait dans la direction opposée. Le raisonnement semblait imparable. Moins de nourriture et un froid brutal devraient contraindre tout organisme à se brider, à bouger le moins possible, à dépenser son énergie comme un avare, une calorie à la fois. Ce n'était pas une hypothèse farfelue. C'était de la biologie solide, et les images s'en moquaient simplement. Ces animaux se comportaient comme s'ils disposaient d'une énergie à revendre dans un endroit qui aurait dû en rationner chaque miette. Et cela oblige à renverser complètement la façon dont on doit envisager la fosse tout entière. Cet environnement est une condamnation à mort pour nous. Pour les créatures qui y vivent, c'est simplement chez elles. Le lieu le plus hostile que nous connaissions sur Terre est, pour ses habitants, parfaitement ordinaire. Il était clair que le fond de l'océan présentait d'immenses variations de relief, qu'il était très montagneux par endroits, qu'il comportait de grandes profondeurs ailleurs, façonnées pour l'obscurité. Alors, comment s'y prennent-ils? Comment quoi que ce soit peut-il survivre sous un poids qui effacerait un être humain en une fraction de seconde? La réponse est plus discrète et plus étrange qu'on ne le supposerait. Leurs corps sont constitués majoritairement d'eau, et l'eau se comprime à peine. La pression à l'intérieur reste donc quasiment identique à la pression extérieure. Ils ne luttent pas contre l'océan, ils ne le repoussent pas, ils sont simplement en équilibre avec lui. La même force écrasante qui pousse de l'intérieur et de l'extérieur s'annule d'elle-même. La fosse ne peut pas les broyer parce qu'il n'y a rien de rigide à l'intérieur à broyer. Le vrai secret est plus petit, au niveau de leurs cellules. Leurs protéines sont conçues pour conserver leur forme sous une pression qui déformerait les nôtres. Leurs membranes cellulaires contiennent des graisses particulières qui restent souples là où elles devraient se rigidifier. Leurs enzymes continuent de fonctionner dans le froid et l'obscurité sans perdre de vitesse. Et voici ce qui devrait vous troubler un peu. Ils n'ont pas inventé une biologie étrangère pour y parvenir. Ils fonctionnent avec la même machinerie de base que vous et moi, ajustée en quelques points précis seulement. La vie n'a pas besoin de devenir autre chose pour conquérir l'impossible.
Elle n'a besoin que de plier aux bons endroits, ce qui signifie que la frontière entre là où la vie peut exister et là où elle ne le peut pas est bien plus floue que nous avons jamais voulu l'admettre. Et si la biologie se plie aussi facilement pour s'adapter au lieu le plus profond et le plus sombre de la Terre, cela soulève évidemment la question suivante. Jusqu'où cela peut-il s'étirer? Et jusqu'à quelle taille cela peut-il grandir? Des géants et des ombres. C'est là que cette histoire cesse d'être simplement stupéfiante pour commencer à ramper sous votre peau. Parce que les créatures là-bas n'étaient pas seulement nombreuses et pleines d'énergie, elles étaient trop grandes. Les amphipodes atteignaient 15 à 20 centimètres de long, plusieurs fois la taille de leurs cousins des eaux peu profondes. Et puis, il y avait l'animal qui, plus que tout autre sur ces images, mérite d'être appelé la créature du fond de l'océan, le poisson limace, 20 à 25 centimètres de long, avec un corps mou, légèrement translucide, presque gélatineux. Il dérivait dans le faisceau des lumières comme quelque chose d'inachevé, pâle et fantomatique, presque lumineux. On pouvait presque voir à travers lui. Selon toutes les anciennes règles, il aurait dû n'être qu'une bouillie écrasée à cette profondeur. À la place, il était entier, parfaitement formé, nageoires intactes, glissant dans les eaux les plus oppressantes de la planète, avec autant de sérénité qu'un poisson rouge traversant son bocal. Restez sur cette image, parce qu'elle compte davantage que n'importe quelle ombre. Ce n'est pas une bête avec des crocs, ce n'est pas une horreur. C'est une chose petite, douce, presque délicate, et c'est précisément ce qui la rend si troublante. On aurait pu se préparer à un monstre blindé construit comme un char pour résister à la pression. Au lieu de ça, le poisson le plus profond de la terre paraît assez fragile pour se désintégrer entre vos mains. Et pourtant, il vit dans un endroit qui réduirait un cylindre d'acier en miettes. Nous ne sommes pas équipés pour résister à ce type de pression. Il est donc nécessaire de protéger les êtres humains contre ce genre d'environnement. La créature qui a brisé toutes les règles n'avait pas l'air solide. Elle avait l'air fragile. Ce seul et doux animal d'un autre monde, filmé là où rien n'était censé vivre, est l'image qui a poussé les scientifiques à tout revérifier depuis le début. Mais la peur ne vient pas de ce que la caméra a clairement montré. Elle vient de ce qu'elle ne pouvait pas montrer. Les lumières n'éclairaient qu'une petite bulle d'eau. Au-delà de cette limite, l'obscurité était totale. Et à plusieurs reprises dans les images, la vase du fond marin semblait bouger et se soulever, comme si quelque chose de grand venait de passer, sans que rien apparaisse clairement à l'écran. Sur plusieurs plans, des formes dérivaient tout au bord du halo lumineux. Certaines glissaient, d'autres disparaissaient, à l'instant même où la caméra se tournait vers elles. Quelques-unes étaient suffisamment grandes pour ne correspondre à rien de ce que l'expédition avait filmé. On regarde, et le regard ne cesse de se porter vers le coin de l'image, vers cette frontière où la lumière s'arrête et le noir commence. Parce que c'est là que le mouvement semble toujours se produire, juste hors de portée de toute preuve. Je veux être honnête avec vous, parce que c'est exactement là que ces récits déraillent habituellement. Nous n'avons pas la preuve qu'un monstre se cache là-bas. Nous ne l'avons pas, et je ne vais pas prétendre le contraire. Ces ombres mouvantes pourraient être du limon, des courants, ou des illusions causées par une seule source de lumière dans un noir absolu. Mais voici ce qui a changé pendant des générations, des anomalies comme celle-là, des formes étranges, des retours sonars inexpliqués ne correspondant à aucun animal connu, étaient automatiquement écartés parce que tout le monde était convaincu qu'il ne vivait rien là-dedans pour les provoquer. Cette excuse n'existe plus. Maintenant que nous avons observé une vie complexe, rapide et surdimensionnée, prospérer sur ce plancher, le rejet facile ne tient plus. Alors regardez la géométrie du problème. Les lumières révèlent quelques mètres. La fosse des Mariannes s'étend sur plus de 1500 kilomètres le long des fonds marins, un canyon plus long que la plupart des pays, presque entièrement inexploré. Les images dont nous disposons, des centaines d'heures, ne représentent qu'une poignée de points de lumière dispersés à travers un monde immense et sans clarté. N'importe quelle créature souhaitant rester hors du faisceau pourrait le faire sans le moindre effort,
Et si des créatures de 20 à 25 centimètres vivent là-bas confortablement, où se trouve exactement le plafond? 30 centimètres, 60, quelque chose que nous n'avons pas encore vu du tout? Souvenez-vous, les amphipodes de ces profondeurs sont déjà plusieurs fois plus grands que leurs cousins des eaux peu profondes. Quelque chose, dans les grands fonds, ne réduit pas la vie. Dans certains cas, au moins, ça semble même l'agrandir. La vraie question n'est donc pas de savoir si cette mise à l'échelle a une limite. La question, c'est où se trouve cette limite, et si quelque chose s'est jamais trouvé assez près de l'une de nos rares petites lumières pour nous le montrer. La pensée la plus effrayante, ce n'est pas d'avoir découvert quelque chose d'étrange. C'est le soupçon grandissant que nous n'avons pas vraiment encore vu l'endroit tel qu'il est. Wang, à cette époque-là, était un peu un coin reculé. C'était exactement ce qu'il nous fallait parce qu'on essayait de mener ce projet un peu à l'abri des regards, vu qu'on n'était pas vraiment sûr que ça allait marcher. Le problème de la nourriture. Et il y a un vide dans tout ce tableau que personne n'a comblé. Et c'est peut-être la partie la plus troublante de toute l'histoire. Si la fosse est aussi peuplée, aussi active, aussi vivante que ça, qu'est-ce qui bien peut la nourrir? Aucun rayon de soleil n'atteint le fond. Alors d'où vient toute cette énergie? La première réponse, c'était la neige marine. Cette lente dérive de matière morte tombant depuis les hauteurs. C'est une idée bien nette jusqu'au moment où on fait les calculs. La quantité de débris qui parvient réellement au fond est bien trop insuffisante pour alimenter une population aussi nombreuse et aussi active. La nourriture qui descend et la vie qui s'y trouve ne s'équilibrent pas. Il manque quelque chose. Peut-être que la chimiosynthèse œuvre discrètement en coulisses. Des bactéries qui fabriquent de l'énergie à partir de substances chimiques, comme elles le font près des sources hydrothermales. Sauf que des sources hydrothermales n'ont pas été découvertes partout dans cette fosse. Ça ne peut donc pas tout expliquer. Il existe peut-être des sources d'énergie cachées que nous n'avons tout simplement jamais détectées, des réactions se produisant dans l'obscurité dont nous ignorons tout. Ou peut-être, et c'est celle-là qui me dérange vraiment, que l'océan profond fonctionne bien plus efficacement que le monde baigné de lumière au-dessus, en recyclant les mêmes bribes d'énergie encore et encore, jusqu'à ne presque rien en gaspiller, entretenant ainsi bien plus de vie avec bien moins que ce qui devrait être possible. Si cette dernière hypothèse est vraie, l'endroit que nous avions classé comme une zone morte serait l'un des écosystèmes les plus stables et les plus efficaces de toute la planète. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas. On fixe un monde foisonnant et grouillant en 4 cas cristallins, et on est incapable d'expliquer pleinement ce qui le maintient en vie. Il manque un élément fondamental à notre compréhension du fonctionnement du fond de l'océan. Et nous regardons droit vers les preuves de ce manque sans pouvoir lui donner un nom. Nos déchets retrouvés. Il y a une dernière chose que les caméras ont découverte au fond du monde, et c'est celle qui devrait nous déranger le plus. Parce que l'endroit que nous croyions être le recoin le plus isolé et le plus vierge de la Terre avait déjà reçu une visite, la nôtre. Quand le submersible de Vesco a atteint le fond même de Challenger Deep, le point le plus profond de la planète, les lumières ont éclairé un sac en plastique et un emballage de bonbons posé dans la vase. 11 kilomètres sous la surface, dans l'unique endroit dont on était certain qu'aucune trace humaine ne pourrait jamais y parvenir. Nos déchets nous attendaient déjà, étant arrivés bien avant nous, et ça va plus loin encore que le fond marin. Quand des scientifiques ont examiné les amphipodes, ces solides petits survivants prospérant dans les conditions les plus extrêmes de la Terre, ils ont trouvé des microplastiques à l'intérieur de leur corps. La pollution que nous déversons en surface n'avait pas seulement coulé jusqu'au fond, elle s'était frayé un chemin à l'intérieur des animaux qui y vivent. L'écosystème le plus isolé que nous connaissions porte déjà une partie de nous en lui. Prenez le temps de mesurer cette chronologie. Nous n'avons même pas confirmé l'existence de cette vie avant 2019, et au moment où nous l'avons enfin vue clairement, nos déchets se trouvaient déjà en elle, tissés dans les corps de créatures que nous n'avions pas encore même nommées. Nous avons atteint le fond du monde 2 fois,
une première avec un sous-marin, et bien avant cela, sans jamais en avoir eu l'intention, avec nos ordures. Alors, gardez toute cette image en tête un instant. Pendant des générations, nous avons qualifié l'océan profond de mort. Et nous avions tort. Il est vivant, peuplé, rapide, et bien plus étrange que nous l'avions imaginé. Nous avons aperçu une créature pâle et improbable dérivée dans des eaux qui auraient dû l'anéantir, et cela a renvoyé les experts au point de départ. Nous ne pouvons pas expliquer ce qui nourrit cet univers. Nous avons des ombres en bordure de la lumière que nous ne savons pas nommer. Et la toute première fois que nous avons regardé clairement, nous avons découvert que nos propres déchets nous avaient devancés. Chacun de ces faits a été une surprise. Chacun d'eux a frappé des gens qui étaient persuadés de déjà comprendre cet endroit. C'est ce que signifie véritablement tout remettre en question. Non pas ajuster un seul chiffre, mais admettre que l'image entière reposait sur une hypothèse qui s'est révélée fausse. La créature filmée au fond de l'océan a poussé les scientifiques à tout reconsidérer, mais la vérité la plus difficile à accepter, c'est que nous avons à peine aperçu ce monde. Les images que nous possédons ne sont qu'une simple bougie, tenue dans une obscurité qui s'étend sur des kilomètres dans toutes les directions. Et tout ce qui se trouve là-dessous, dérivant juste au-delà du bord de la lumière, est encore là en ce moment précis, à la seconde même où vous regardez ceci. Alors, si quelque chose d'aussi vivant se cachait dans l'endroit même que nous pensions avec certitude être vide, sur quoi d'autre nous sommes-nous trompés? Dites-moi dans les commentaires ce que vous croyez être encore tapi dans les ténèbres. Et si cela a changé votre façon de voir les fonds océaniques, même légèrement, abonnez-vous et restez avec la chaîne car nous ne faisons que commencer et les profondeurs constituent un espace immensément vaste.